Madinina, c'est ainsi que les Indiens Caraïbes nommaient la Martinique pour évoquer sa nature exubérante. Le caractère volcanique de l'île favorise le développement d'un biotope riche et unique. La Martinique, c'est un petit territoire, mais avec une densité de biodiversité extraordinaire. Pas à pas, nous allons découvrir des arbres qui défient le temps. Le zamana qui a poussé au milieu, qui a plus de 300 ans. Être témoin de l'abondance des jardins créoles. Depuis tout petit, je connais le manioc, parce que la farine de manioc, c'est un sauveur. Mais aussi contempler des plantes luxuriantes. Nous sommes en pleine floraison. Donc nous avons différentes variétés d'hibiscus, une vingtaine environ. Elles sont belles, elles sont jolies. J'aime toutes les fleurs en principe. La Martinique n'est pas uniquement une île aux fleurs. Elle est aussi un lieu à explorer aux côtés de passionnés qui composent avec la nature pour créer un véritable art des jardins. C'est la promenade à la cime des arbres, on appelle la canopée. Donc vous êtes à 15 mètres du sol. Et ça fait rêver aussi, on est dans un cadre magnifique, voilà. On est en hauteur, quoi demander de plus? Jardinière, Mylène achève l'inspection de ce parcours qui surplombe la nature féerique du jardin de Balata. Au nord de Fort-de-France, à 400 mètres d'altitude, se concentre sur 3 hectares, 3000 espèces de plantes tropicales. Chaque allée, bosquet, massif est entretenu avec le plus grand soin par Mylène et ses 2 coéquipiers jardiniers. Créé en 1986 par Jean-Philippe Tauze, ce jardin est devenu un joyau botanique de l'île. L'horticulteur devenu paysagiste, aujourd'hui décédé, avait toujours été très inventif. Alors au départ, il y avait quelques plants de fougères arborescentes. Et ensuite, M. Tauze a eu l'idée de mettre des broméliacées dessus. Donc on a été chercher des racines de fougères arborescentes qu'on a placées. Et c'est-à-dire qu'il a fait le décor. Donc il a mis les variétés dessus et là on perpétue la tradition, quoi, je dirais. Depuis 30 ans, Mylène travaille dans ce jardin et préserve ce patrimoine végétal légué par son créateur. Rouges ou vertes, les broméliacées sont disposées sur ces pieds de fougères arborescentes. 4 fois par an, les massifs sont nettoyés, puis restaurés avec de nouvelles boutures vivaces. Sur la racine de fougère arborescente, les bromélias se multiplient. Donc, ça fait des rejets. Voilà la plante, il a déjà fait son rejet. Donc, on va pouvoir replanter. On pourra la séparer, comme ça. Et comme ça, on a 2 blancs. Et la nature fera le reste. Plusieurs centaines de broméliacées poussent accrochées aux branches des arbres, d'où leur surnom de filles de l'air.
ce jardin enchanteur, les hibiscus sont les protégés de Mylène. Nous sommes en pleine floraison, donc nous avons différentes variétés d'hibiscus, une vingtaine environ. Donc nous avons l'hibiscus dormeur. Sa particularité, c'est-à-dire que les fleurs sont inclinées vers le bas. Donc, on a l'impression qu'elles sont en train de dormir. On a la rose ici, là. On a cette variété-là. À l'intérieur, il y a les graines. Donc avec ces graines-là, ça va sécher. Et après, on pourra faire un semis. Donc l'hibiscus se reproduit de deux façons, en bouturage ou en graines. Pouvant atteindre plus de 4 mètres, ces arbustes sont les rois des jardins créoles. Ce sont des esclaves qui les auraient implantés dans l'île pour leurs nombreuses vertus. L'hibiscus, c'est l'hibiscus rouge. On peut la considérer comme une plante médicinale. On peut faire du thé avec pour la grippe. On peut faire de la confiture aussi. Balata expose une surabondance. Toutes les espèces emblématiques des tropiques s'y côtoient. Des variétés d'anthurium ou de philodendron, de superbes ixoras ou des formes d'héliconia très rares. Ici, l'art de jardiner reste guidé par des cycles immuables. On est obligé de composer avec la nature. Puisque quand en période de sécheresse, on ne peut pas planter. On peut que faire du désherbage et puis arroser. Donc on attend la saison de pluie pour pouvoir recommencer les plantations. Œuvre d'un visionnaire passé maître dans l'art d'associer les teintes et textures végétales, ce jardin possède une renommée qui dépasse largement les frontières de l'île. Une notoriété entretenue par les artistes jardiniers comme Mylène. Ce qui me passionne le plus, c'est quand moi j'ai planté quelque chose, une plante, et elle a fleuri. Alors là, pour moi, je suis émerveillée de voir le résultat que ça a donné. Plantés dès la création du jardin, ces palmiers areca catéchou, hauts d'une vingtaine de mètres et à l'exceptionnelle longévité, se dressent face aux imposants pitons du Carbet. Sur un autre relief volcanique, au sud-ouest de l'île, dans une forêt plus aride sur les pentes du Morne-Larcher, des botanistes partent à la recherche d'espèces rares. On va passer sur le sentier, voir les différents milieux. On va voir aussi le haut du Morne. Et il faut qu'on regarde les pentes et les zones de replat. Alice Arnaud fait partie de l'équipe du Conservatoire de botanique de Martinique et avec Benjamin qui l'assiste, elle débute l'ascension du Morne-Larcher. Les pentes raides du Morne, avec leur chaos rocheux, gardent les traces d'éruptions remontant à plus d'1 million d'années. Il y en a pas mal tout le long d'ici là aussi. Ces zones forestières semi-xérophiles, c'est-à-dire semi-arides, abritent des plantes déjà inventoriées. Mais c'est sur une partie découverte du Morne-Larcher que se trouvent encore des espèces végétales rarissimes issues des forêts primaires. Cette plante, c'est le bois oursin. Et ce qui est particulier surtout, c'est qu'en Martinique, en fait, c'est la seule station connue de cette espèce, enfin, dans l'état actuel des connaissances. Donc c'est une plante extrêmement menacée. En fait, on revient ici régulièrement pour essayer de la trouver en fruits.
parce que c'est une espèce qu'on souhaiterait cultiver dans les serres du conservatoire, qu'on ait une sauvegarde, entre guillemets, de cette plante dans nos serres. Le bois d'oursin fait partie d'une liste de 160 plantes considérées comme menacées par les équipes du conservatoire. Alice et Benjamin sont maintenant à quelques pas du sommet du Morne. À 478 mètres, là où se dresse un jardin aussi sauvage que secret. Ça, c'est ce qu'on appelle ananas bois. C'est une broméliacée, c'est la même famille que l'ananas en fait. C'est des plantes qui sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles poussent sur un support, en général sur une plante haute, mais ce n'est pas des parasites. Elles ne vont pas parasiter la plante, elles ne vont pas rentrer dans la plante, lui piquer sa sève ou des choses comme ça. Cette broméliacée a su s'adapter à un sol sec. Son feuillage sert de réservoir pour capter l'eau des rares pluies qui tombent à cette altitude. Ici c'est riche, mais en milieu humide, plus dans les hauteurs, ça l'est encore plus. Il y a vraiment énormément d'espèces. La Martinique, c'est un petit territoire, mais avec une densité de biodiversité extraordinaire. On a à peu près 3000 espèces. C'est beaucoup. Avec un niveau de plantes endémiques bien supérieur à toutes les autres îles de la Caraïbe, l'exceptionnelle biodiversité martiniquaise n'a pas fini d'être inventoriée. Sur les hauteurs de la baie des Trois-Îlets, un autre jardin est à découvrir. Dans ce vallon abrité des alizés, un lieu de mémoire s'étend sur 3 hectares. C'est la savane des esclaves. Ici, l'architecture témoigne de l'histoire de la Martinique. À côté des répliques de cases d'esclaves, des zones de plantation sont toujours cultivées avec des méthodes traditionnelles. C'est le jardin créole, recréé par Gilbert Larose. La savane des esclaves, il y a 20 ans, quand je suis arrivé en 99, il fallait défricher, couper du bois, replanter beaucoup de fruits, fruitiers, refaire du jardin pour remettre comme à l'époque. Parce que mon but, c'était de montrer comment nos parents, nos grands-parents vivaient avec la terre. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas encore de revenus, mais ils vivaient avec la terre. Tous les jours, c'était planté pour pouvoir manger. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, ces hommes redevenus libres, mais totalement démunis, ont dû s'approprier des bouts de collines. Ils y ont cultivé les premières plantes indispensables à leur survie, dont le manioc. C'était le premier denrée qu'on avait pour nous sauver dans les campagnes. Alors pour moi, depuis tout petit, je connais le manioc. Parce que mon grand-père nous faisait la leçon tout le temps, il ne faut jamais manquer de la farine de manioc chez soi. Parce que la farine de manioc, c'est un sauveur. Originaire d'Amérique du Sud, le manioc prédominait déjà dans l'Ishali, le système agroforestier des Indiens Caraïbes. Isaac, le fils de Gilbert, perpétue les gestes pour rendre la nature plus généreuse. Là, je laisse l'herbe dessus, c'est pour éviter aux rayons de soleil de taper directement sur la terre. L'entretien, c'est toujours nettoyer autour. Pour pas empêcher, par exemple, aux rongeurs de venir manger, parce que les rongeurs aussi, ils viennent manger le manioc. Chaque mois, Gilbert récolte près de 200 kilos de manioc. C'est l'un des plus gros producteurs de l'île. Certains spécimens approchent les 25 kilos et sont encore pressés de manière traditionnelle.
Qui dit manioc, dit cassave. Là aussi, Gilbert a recréé des conditions de cuisson authentiques. Si j'ai rien à manger là, je vais dans mon jardin, je vais chercher le manioc. Je vais faire des galettes comme ça avec de la confiture dedans. Lorsqu'on a ça à la maison, on n'est pas pauvre, quoi. Si les délices sont nombreux dans le jardin créole de Gilbert, certaines plantes sont cultivées pour d'autres qualités. Ça, c'est le vétiver, hein, tout ça. On utilise ça pour la toiture des maisons. Et puis ça empêche à la terre de couper. C'est pourquoi j'aime bien le planter dans des endroits en pente. Il faut toujours avoir un peu d'eau, la petite mare comme ça dans le jardin, c'est toujours très nécessaire. On a de l'eau pour arroser le jardin. Mais on peut mettre des écovisses dedans, alors sans garde-manger aussi, quoi. Alors, tout est nécessaire à la campagne. Même les belles fleurs rouges que vous voyez là, ça fait très joli, mais c'est un médicament. Et les feuilles écrasées, on peut aussi le mettre en cataplasme sur une plaie pour cicatriser la plaie, quoi. C'est toujours, ça fait joli, mais nécessaire aussi, c'est médicinal, quoi. Dans ce modèle d'agroécologie créé par les anciens esclaves, l'autosuffisance alimentaire va de pair avec le pouvoir de se soigner grâce aux plantes. À la savane des esclaves, Gilbert conserve tout naturellement cette particularité. Là, ici, on est dans le jardin médicinal, quoi, parce que le jardin médicinal, c'est quelque chose de très important pour nos grands-parents, pour nos parents auparavant, quoi. Ça, c'est la verveine blanche. Hein. La verveine blanche parce que ça fait des petites fleurs blanches comme là, quoi. La verveine blanche, les feuilles utilisées en tisane ou bien en infusion pour les insomnies, le stress, l'angoisse et les maux d'estomac. Ça, je l'ai ramassé ici, le cassialata. Tout ce qui est mycose sous la peau, pellicule dans les cheveux, les boutons de chaleur, l'herpès, ça élimine aussi, quoi. Parmi toutes ces espèces végétales, Gilbert Larose perpétue une forme d'agriculture ingénieuse, en accord avec la nature, et plus utile que jamais. Pour moi, c'est un devoir de mémoire de mettre tout ça en place. Hein. Par exemple, tout ce qu'on avait, qu'on a laissé tomber aussi, quoi. Pour moi, déjà, il faut remettre cela en place, quoi. Pour moi, c'est une grande richesse, quoi. Le savoir de nos grands-parents, à travers le jardin créole. Au nord de Saint-Pierre, toujours sur la côte sous le vent, il existe un jardin où l'histoire possède des racines encore plus anciennes. C'est celui de l'habitation Céron. Juste à côté du Nance, avec vue sur l'îlet du Diamant, se trouve un vallon miraculeusement épargné par les colères volcaniques de la montagne Pelée. Dans cet immense domaine, un arbre défie le temps. Le zamana qui a poussé au milieu, déjà, au départ, qui a plus de 300 ans, et les autres zamanas qui se sont installés. Il y a des forêts de zamana. Je ne connais pas le paradis, mais souvent les gens disent j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu beaucoup d'endroits, mais il y a très peu d'endroits qui ressemblent à celui-ci. Laurence Marot-Desgrottes possède ce domaine depuis le début des années 2000. À proximité de cet arbre, dont l'envergure exceptionnelle couvre plus d'1 hectare, elle entame une séance de jardinage. Le zamana, qui a résisté à toutes les tempêtes, continue de rétracter ses feuilles quand il reçoit de l'eau et de les redéployer dès le retour du soleil.
Cet arbre à pluie, comme on l'appelle aussi ici, maintient un taux constant d'humidité. À l'abri de sa colossale frondaison, une importante colonie de matoutous apprécie ce microclimat. Des bombes volcaniques rappellent que le Zamana a échappé au pire sur ce site aussi unique qu'historique. Il y a beaucoup de choses dans ce jardin. Il représente la vie. Il y a de l'eau partout, il y a une rivière, il y a une végétation luxuriante. Tout ça est lié aussi à l'histoire de l'habitation. On est sur une ancienne sucrerie qui date de 1658. Ces vestiges sont les restes d'une époque révolue. Aujourd'hui, les 75 hectares se transforment en domaine agro-touristique. Ici, les méthodes d'agriculture raisonnée sont privilégiées, comme pour le café et le cacao. Et un harmonieux fouillis végétal offre d'autres richesses. On n'a pas aussi un gazon anglais. Si on se met à tondre tout régulièrement, il n'y aura plus d'herbes sauvages. Que ce soit le coriandre sauvage, que ce soit le pourpier, que ce soit l'herbe couresse, ou toutes ces choses-là. Nous les avons identifiées, nous avons décidé de s'en servir. C'est plus intéressant d'avoir ça dans son assiette. Laurence taille, transplante pendant que sa fille Julie part glaner des herbes et des agrumes avec Hugo Thierry. Mandarine, c'est pas encore. Ces ingrédients sont essentiels pour le jeune chef du domaine. Insatiable explorateur de saveurs, Hugo poursuit aussi des inspirations fleuries. On pensait pendant très longtemps que la rose de porcelaine, qui est magnifique, était une plante ornementale. Et on s'est rendu compte que, grâce à des chefs côté de la Caraïbe, que c'était comestible. Et c'est super bon. Julie s'éloigne à la recherche des fruits de baobab. Et elle achève sa tournée matinale par une plante très prisée pour son goût anisé. L'herbe couresse, on n'en cultive pas, on n'en fait pas un potager et du coup ça pousse dans des endroits un peu frais mais il y a besoin de soleil. Et ce qu'on trouve, je pense tous intéressant sur l'habitation, c'est que toutes ces petites plantes et ces petites herbes qu'on a été ramassées sont ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais qui sont au final pas si mauvaises que ça, qui poussent toutes seules et qui vont nous apporter beaucoup de bien-être dans l'assiette. Pour Hugo, c'est l'heure de préparer le déjeuner. Au menu en entrée, la spécialité du chef, c'est la fameuse assiette séron, composée avec toutes les herbes fraîchement cueillies du matin. Une pointe de coquelicot pays, qui est une variété d'hibiscus, et la trouvaille du jour. Ceci est le pistil de la rose de porcelaine. C'est un peu acidulé, mentholé. C'est pas mal, il y a une bonne mâche, donc c'est assez sympa en salade. Il ne reste plus qu'à dresser, puis assaisonner avec une sauce à base d'ortie et à l'accompagner d'une crêpe d'arachide. De son côté, Laurence poursuit ses efforts pour redonner plus d'éclat et de visibilité à un bosquet de balisiers. Le jardin bouge tout le temps. Et là, il faut pouvoir donner des ouvertures, sinon on n'a pas de perspective. Cette touffe de balisier qui a poussé là, donc les gens peuvent passer à côté sans la regarder. C'est pas une exposition de plantes. C'est comme un tableau que vous peignez au fur et à mesure. Vous rajoutez de la couleur là, vous rajoutez une perspective là. Là, je suis assise, je vous dis, j'ai une chute d'eau, une tache jaune, ben, je verrais bien une tache rouge et un peu trop de vert à mon goût. Et si j'avais un crayon et un papier, je serais en train de dessiner. Laisser faire la nature, tout en y ajoutant sa touche personnelle, telle est l'approche des jardins de Laurence Marot-Desgrottes. Un bon sens
qui permet de respecter cette fabuleuse vitalité de la végétation qui l'entoure.